Allez, Habib, bonjour et merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Après cette séance d'entraînement déjà, ouais, ça y est. On l'a vu, c'était sympa, mais les rushs, regardez sur les réseaux, vous les trouverez. Bah, c'est bien. Sur la séance d'entraînement. Moi, ce que j'aimerais dans un premier temps, c'est que tu me définisses, dire qui tu es en quelques phrases. Je veux dire, comment tu te définirais? Parce que les gens ont une image, une idée. Toi, qu'est-ce que tu dirais si tu te voyais? Je dirais que je suis quelqu'un d'hyper passionné par tout ce que je fais et que lorsque je me lance un défi en quelque sorte ou un projet de carrière ou une voie, j'y vais à fond parce que je pars du principe que c'est un privilège pour moi de vivre tout ce que je vis aujourd'hui et donc je le vis pleinement. Mais dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière aussi de footballeur, mais dans mon après-carrière et aujourd'hui dans ce métier d'entraîneur, c'est pour moi le minimum que je me dois en tant que personne, de donner tout ce que j'ai dans chacun des projets que j'entreprends. Donc je déborde de passion, parfois peut-être trop, pour mes joueurs, parfois, et sûrement pour mon environnement, mais c'est quelque chose que je lâcherai jamais parce que je pense que c'est ce qui m'a construit aussi en tant qu'homme. Et donc je me sens très très bien aussi dans cette logique-là. Donc un mot, c'est passionné. Oui, je suis passionné, je suis presque obsédé parfois. Tu rentres dans la catégorie des entraîneurs, rassure-toi. C'est 99 sur 100, le premier truc qu'ils disent, passionné, parce que sinon on ne peut pas faire ce métier. Mais comment tu y es arrivé? D'où tu pars? Comment tu as commencé? Parce que j'ai vu que tu es de Suresnes. Ouais. En fait, je suis né à Suresnes, mais j'ai grandi dans le 78 à Port-Marly, principalement avec mes parents. Et puis j'ai joué dans un petit club, donc Port-Marly, pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Ensuite, je suis parti à Marly-le-Roi, la ville d'à côté. J'ai joué jusqu'à 18 ans et à 18 ans, j'ai fait un plus grand saut. Je suis allé jouer au PSG. Pour le Marseillais que je suis en tant que joueur, j'ai été formé au Paris Saint-Germain. Attends, à la base, tu n'es pas Marseillais, tu es Non, je suis né à Paris. Ouais. Je suis né à Paris, je suis franco-sénégalais, né à Paris. Mais c'est vrai que mon enfance a été bercée par les réussites de l'OM dans les années 90. Et donc j'étais supporter de l'Olympique de Marseille. Et à 18 ans, j'ai été à une détection du Paris Saint-Germain parce que j'ai été challengé par mon beau-frère qui me disait que c'était trop facile de jouer en promotion d'honneur à Marly-le-Roi. Et il m'a dit allez, va voir au PSG si tu es capable d'être un bon joueur. Donc je suis parti au Paris Saint-Germain. Un défi donc? C'est une forme de défi, mais en fait le défi, je ne me le suis pas imposé. C'est lui qui a pris sa moto et qui m'a emmené à la détection, qui m'a dit voilà, apparemment tu es un bon joueur, donc montre-le. Donc je suis allé à la détection du PSG. Et Philippe Fraboulet, à l'époque, qui s'occupait de la section junior, c'était à l'époque les juniors, DH, m'a recruté. Et puis j'ai fait un an en junior DH, et puis ensuite je suis parti avec les seniors en PH, et puis un jour il manquait un joueur avec le National 3 contre la National 2, je suis parti jouer, et puis j'ai fait un très bon match, et Rachid Kendek qui s'occupait de la National 3 m'a dit est-ce que tu veux faire le stage de début de saison avec le centre de formation? Sans être au centre de formation, il m'a dit est-ce que tu veux venir avec nous? Et en l'espace de... J'avais 19 ans. 19 ans. Ouais. Et en l'espace de 6 mois, j'ai fait N3, N2. Et à la fin de la saison, je me suis retrouvé à ce que Pierre Mokowski et Claude Leroy me demandent de venir avec eux à Strasbourg. Ils sortaient de la Coupe du Monde 98 avec le Cameroun. Ouais, tu quittais le PSG? Je quittais le PSG pour aller à Strasbourg et j'ai signé 4 ans pro. Donc c'était pour moi une ascension un peu assez incroyable parce que je ne dis pas qu'à 18 ans, j'avais perdu le rêve de devenir footballeur professionnel, mais j'en étais quand même assez loin. Et en l'espace d'un an, tout s'est accéléré pour moi. Et je suis parti jouer à Strasbourg et de là est partie ma carrière professionnelle. Claude et Pierre, ils te connaissaient d'où? Comment? Claude et Pierre, c'est que Claude était donc directeur sportif des pros au PSG et Pierre était responsable du centre de formation du Paris Saint-Germain. D'accord, donc ils t'avaient vu? Et ils m'ont vu en fait avec la N3 et puis un jour Claude a dit ce joueur-là, je veux qu'il soit en N2. Il y a pas mal de monde qui s'est opposé à ça parce que certaines personnes pensaient que j'avais pas le niveau. Et puis un jour, je rentre contre La Roche-sur-Yon
à la 65e minute, et puis il y avait 0-0. Je donne 2 passes décisives à Martel et Pantelic. C'est à l'époque où tu jouais latéral? C'est à l'époque où je jouais latéral, ouais. Et puis après ça, j'ai plus sorti de l'équipe jusqu'à la fin de saison. J'ai joué en N2 4 mois. Et puis à la fin de cette saison-là, le PSG m'a rien proposé en termes de contrat professionnel. Et puis Pierre et Claude qui partaient à Strasbourg m'ont dit viens avec nous à Strasbourg. J'ai signé 4 ans professionnel à Strasbourg et c'est comme ça que ça a démarré. Ça a démarré 5 ans à Strasbourg avec une Coupe de France gagnée. Un club fantastique. De Strasbourg. Donc qu'est-ce que tu retiens du passage quand on a 18 ans et qu'on est au PSG et que quelque part on sait qu'il n'y a pas d'issue? C'est le problème en fait à ce moment-là, c'est qu'aucun jeune n'avait réellement de perspective puisqu'il y avait de vrais stars à cette époque-là. Il y avait Rai, il y avait des joueurs extraordinaires. Et puis de toute façon, en termes de niveau, je n'ai pas de regrets, je le dis assez souvent. Déjà, je suis très reconnaissant de la formation que j'ai eue au Paris Saint-Germain parce que je me suis éclaté et c'est ce qui m'a permis aussi d'aller chercher le monde pro. Mais j'ai pas de rancune envers le Paris Saint-Germain parce que à ce moment-là, quand ils ne me proposent rien, au fond, je ne mérite pas un contrat professionnel. Et puis ça a été peut-être un petit coup de poker et sûrement une certitude, c'est ce que me dit souvent Claude, de m'emmener à Strasbourg avec eux. Mais j'ai vécu un très très bon moment au PSG. C'est pour ça que je dis assez souvent, j'ai beau être supporter de l'OM, très fan de l'OM. Le seul moment où je ne suis pas pour le PSG, c'est quand il y a Marseille-PSG. Mais sinon, quand le PSG joue le Barça, je souhaite que l'équipe française et surtout le PSG l'emporte. Donc c'était un très très bon moment pour moi parce que j'ai découvert en quelque sorte le monde professionnel parce que j'étais avec des joueurs il y avait à l'époque Pierre Ducrot, Édouard Cissé, des joueurs qui étaient habitués, Grégory Pesselet, Didier Domi, qui étaient habitués au monde pro. Et donc ça a été une saison fantastique pour moi parce que je n'ai fait que monter et que grimper les échelons. Tu n'as pas eu de sélection de jeunes? J'ai pas eu de sélection de jeunes du tout. Et non, parce que je suis allé en sélection lorsque j'avais donc 2001. 2001, j'ai 23 ans, 22, 23 ans, avec le Sénégal. Oui, quand tu as choisi. Ouais, quand j'ai choisi. Non, pas du tout. Pas du tout. Et donc tu arrives pro à Strasbourg. Ouais, exactement. Et là, comment ça se passe? Ça se passe bien au début, puisque j'arrive avec plein d'insouciance, sûrement trop insouciant pour le monde professionnel. Mais j'arrive normalement. En plus, ce qui est bien, c'est que Claude Lora et Pierre Mankowski me donnent du temps pour progresser. Mais je suis très vite dans l'équipe, puisqu'à la 3e journée, je rentre titulaire dans l'équipe. Et puis, comme tout jeune qui joue au casino, il gagne la première fois. Et puis moi, ça s'est bien passé sur les 2-3 premiers matchs. Et puis derrière, je ne sais pas si on peut considérer que la tête a un petit peu gonflé, mais l'insouciance a été moins présente. J'ai commencé à un peu calculer, un peu me dire que je jouais, je gagnais un peu d'argent, donc j'ai acheté une voiture. Je me suis un petit peu évaporé et on m'a rappelé très très vite à l'ordre. Le premier, ça a été mon père et le deuxième, ça a été Pierre Mankowski et le troisième, Claude Lora. Mais enchaîné, donc la piqûre de rappel, elle a été importante. Je suis retourné en réserve, 2-3 matchs et on m'a fait dégonfler un petit peu la tête. Et puis on m'a ramené et puis après, j'ai bien compris ce qu'était le monde professionnel et ce que demandait l'exigence du monde professionnel. Et après, derrière, ça s'est bien lancé. C'est pas à Strasbourg où tu es expulsé? Je suis expulsé, alors je suis expulsé 2 fois. Je suis expulsé. Tu rentres? Je rentre et je suis de nouveau expulsé contre Montpellier. Ouais. Comment tu l'expliques? Comment je l'explique? La première expulsion, c'est péché d'orgueil et d'ego face à Christophe Dugarry au Vélodrome. T'as voulu en faire fait, non, en fait, j'ai voulu rentrer dans l'ego avec lui. Et lui était beaucoup plus malin que moi, beaucoup plus expérimenté à ce moment-là. Il se trouve que, en fait, sans faire exprès, je lui ouvre la tête sur une situation où je saute et il tacle. Et en fait, mon crampon lui touche la tête, donc je lui ouvre la tête. Et au moment où je veux m'excuser, Christophe, avec qui je m'entends très très bien, me dit « tu vas voir ». Donc je sais que je vais avoir un retour et à un moment donné, un ballon à la tête et il me met un coup de coude. Et quand je suis au sol, je le vois sourire. Et donc dans ma tête, à ce moment-là, je n'ai qu'un objectif, c'est Christophe Dugarry. Et il se trouve qu'il le fait très très bien puisqu'il décroche sur un ballon de Laurent Blanc, il décroche, mais il regarde derrière, il me voit arriver. Et moi, jeune fou que j'étais, je tacle par derrière et carton rouge mérité au bout de 25 minutes de jeu. Donc Pierre Mankowski très en colère parce qu'à ce moment-là, il y a 0-0 et donc je mets mes partenaires en difficulté. Et c'est vrai que je suis suspendu, je reviens à Montpellier et dernier défenseur, carton rouge. Donc situation très difficile à vivre quand on est un jeune joueur et qu'on sent qu'on a mis notre équipe 2 fois en difficulté parce que le résultat est 2 fois négatif lié à ma sortie. Donc je pense que ça m'a mis aussi une forme de regard sur moi-même et sur ce que je faisais.
Et je pense que de par ce que j'ai vécu, c'était quelque chose de positif parce que derrière ça, j'ai été plus structuré, plus concentré, plus dans mon métier et moins dans ce que mon métier m'apportait à l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup plus concentré sur mon métier de footballeur et je pense que derrière, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu en as pris conscience, toi, ou est-ce que c'est… Non, c'est l'environnement. L'environnement. Ouais, je pense qu'on ne peut pas en prendre conscience nous-mêmes. Je le vois aujourd'hui en tant que coach. J'ai des jeunes joueurs qui peuvent parfois vivre des situations un peu similaires. Et je ne leur en veux pas et il faut être dans la pédagogie, il faut surtout être dans le fait de les accompagner parce qu'à cet âge-là, en fin de compte, ça arrive tellement vite, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable qu'on ne se rend pas compte en fait. Parce que l'extérieur, il y a très peu de gens qui disent la vérité. Mon père me disait la vérité, mais malgré tout, les gens que vous rencontrez ne veulent pas vous blesser, ils vous disent ah, c'est bien, ah, c'est pas de ta faute, ah, tu as eu raison. Et au fond, ce n'est pas la bonne direction, quoi. Donc la bonne direction, je ne l'avais pas prise. Et derrière, il y a eu mon environnement, mon père surtout. Parce que ma mère, en général, elle ne prenait pas trop parti, mais quand elle disait un mot, il était net. Il était net, mais mon père, c'était beaucoup plus de discussions avec lui. Et puis après, Pierre et Claude ne m'ont jamais lâché. Aujourd'hui, ils font partie des gens en qui j'aurai une reconnaissance éternelle parce que pour moi, ils sont à la base de toute ma réussite de départ dans le football, même si à chaque fois que je les vois, ils me disent non. C'est toi parce que tu as été chercher les choses, mais ils ont fait un grand pari sur moi. Il s'avérait que ce pari a été payant pour eux et pour moi, mais ce n'était pas gagné. Et sincèrement, le temps qu'ils m'ont donné et l'amour qu'ils m'ont donné en quelque sorte, comme moi je les vois un peu comme mes papas, parce qu'ils m'ont couvé, ils m'ont amené à. Et on rencontre peu de gens comme ça en fait dans la vie. Donc, et je pense que je leur ai pas assez dit merci. C'est une belle occasion. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, vraiment. Tu as passé combien de temps à Strasbourg ? 5 ans. 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans. 5 ans, 5 ans avec une descente en Ligue 2, une remontée l'année d'après. Et puis être obligé de refaire une très belle année de Ligue 1 pour pouvoir trouver un top club. Et je suis parti à l'Olympique de Marseille. J'ai été transféré, oui. Ouais. Il me restait 1 an de contrat et j'ai été transféré à l'Olympique de Marseille. C'était un vrai choix ? Comment ça s'est fait ? Ouais, c'était un vrai choix. C'est-à-dire que quand j'ai su que c'était l'OM, je me rappelle, et je vais parler d'une personne qui n'est plus là, mais Pape Diouf qui a été mon agent pendant beaucoup d'années. Le jour où il m'appelle, il me dit j'ai Marseille. Je lui ai dit Pape, fais. Je sais pas comment tu vas le faire, mais fais-le. Parce que moi, c'était mon rêve de gosse déjà. Et puis c'était mon équipe, c'est l'équipe que je supportais. Et le fait d'aller jouer à l'OM, c'était presque déjà un aboutissement à 26 ans. Alors qu'au fond, c'est jamais un aboutissement. Mais pour moi, pour un Parisien, ouais, c'est pour ça que je le dis très souvent. Les gens me disent t'es un Marseillais. Je dis non, je suis né à Paris. Mais c'est vrai que mon équipe de cœur, c'est l'OM. Et au niveau de l'ambiance, moi j'ai trouvé qu'il y a un parallèle entre Strasbourg, où il peut y avoir une flambée extraordinaire, et Marseille. Comment tu l'as vécu, toi ? Mais j'ai eu la chance de vivre en fait dans les clubs que j'ai rencontrés en fait dans ma carrière. Strasbourg, ensuite je suis allé à l'OM. C'était très similaire dans la ferveur populaire, ce côté très identitaire de la région, de la ville. Et je suis parti ensuite à Newcastle, pareil, même logique, 52 000 personnes, stade plein tout le temps, ferveur incroyable. Aston Villa, avec deux clubs à Birmingham, puisqu'il y avait Birmingham FC et Aston Villa. Donc j'ai vécu plus ou moins toujours la même chose dans la ferveur autour d'un club. Mais c'est vrai que Strasbourg et Marseille, je trouve que c'est similaire parce que ces clubs-là, en fait, ne meurent jamais grâce à ce contexte-là. Je me rappelle de Strasbourg en CFA2, ils avaient 20 000 lorsqu'ils jouaient Colmar. Et c'est aussi ce qui les a ramenés au plus haut niveau. Et Marseille a vécu aussi une descente en Ligue 2. Et c'est aussi ces supporters, cette ferveur populaire, ce soutien qui a ramené le club au plus haut. Et je pense que pour le footballeur que je suis et le passionné que je suis, j'avais besoin de ces ambiances-là pour m'exprimer. Vraiment. Qu'est-ce que tu retiens de Marseille alors ? Marseille, c'est le club de ma vie. C'est 4 ans tout à fait exceptionnels. Les 4 années. Les 4 années. Tu n'as rien à sortir en disant il y a un événement, il y a un moment, il y a quelque chose. Non, parce qu'en fait, quand j'arrive dans ce club, pour moi, je touche ce qu'il y a de plus haut, de ce qu'il y a de plus fort en fait, et je n'envisage rien de plus en fait. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que quand je signe à l'OM, pour moi, je dis à tout le monde, ça y est, j'ai réussi, j'ai fait, ça y est. Et il se trouve qu'un an après, j'ai des top clubs européens parce qu'on fait une campagne de Coupe d'Europe où on va en finale face à Valence. Et mon souhait, c'est pas du tout. J'ai l'Inter Milan par exemple, parce qu'on sort l'Inter de Milan en quart de finale et on fait 2 confrontations où à la fin, l'Inter de Milan me veut, mais je dis non. Je dis mon club, c'est Marseille. Je ne peux pas rester 1 an à Marseille parce que c'était mon club. Et ça l'est toujours. Et j'ai vécu 4 années exceptionnelles. Ma fille est née là-bas. Et j'ai toujours ma maison à Aix-en-Provence, que j'ai gardée.
Donc j'ai un amour pour cette région et pour cette ville qui est, Alors qui est pourquoi t'es très parti? important. Parce que, alors je suis parti, souvent on me pose la question, je suis parti par ego aussi. En fait, je le dis assez souvent dans les interviews que je fais, j'ai un ego surdimensionné mais qui n'est pas malsain. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ego malsain, un ego que les gens n'apprécient pas. Moi j'ai un ego surdimensionné, mais il n'est pas malsain. C'est-à-dire que je suis sûr de moi, de ce que je suis, de la confiance que j'ai en moi, mais il n'est pas malsain, il n'est pas là pour détruire les autres, il n'est pas là pour écraser les autres. Par contre, je sais que mon ego est important. Et cet ego, parfois, m'a joué des tours dans ma carrière, sur des choix qui ont été faits, sur des choix d'impulsion. Et je pense qu'avec un peu plus de réflexion, certains choix de ma carrière, je ne les aurais pas fait comme ça. L'exemple, très simple, j'ai fait 2 choix, donc de partir de l'OM à Newcastle. Il se trouve que je vis 2 ans à Newcastle exceptionnel. Et pour le coup, je ne regrette pas d'être parti à Newcastle. Et je quitte Newcastle aussi sur une pulsion. Parce que je ne veux pas jouer en Ligue 2, parce que le club descend en Championship. Je ne veux pas jouer en Championship, je pars à Aston Villa. Mais au fond, j'avais tout. J'avais ma maison, ma famille était bien à Newcastle, mes enfants étaient bien. J'avais un contrat extraordinaire. J'étais épanoui dans ce club. Mais parce que je ne me voyais pas à 32 ans jouer en Championship, alors que je savais pertinemment que le club remonterait l'année d'après, c'est ce qui s'est passé, je suis parti à Aston Villa. Et Aston Villa, ça a été plus compliqué dans le club. Mais par contre, Marseille, je quitte Marseille parce que j'ai un différend à l'époque avec Albert Raymond. Je suis moins bien. Qui était entraîneur. Ouais. Je suis moins bien. Et il décide de me sortir. Et moi, je suis capitaine de l'OM à ce moment-là, depuis 1 an. Et quand il me sort, je le vis comme quelque chose de difficile à accepter. Je suis capitaine, il m'enlève mon brassard, il me sort. Et en gros, il met une partie de la responsabilité de notre mauvais début de saison sur toi, sur mes performances. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup de clubs en Angleterre qui me sollicitent. J'avais dit non à beaucoup de clubs en Angleterre. Et je rentre chez moi et d'énervement, j'appelle mon agent et je lui dis je pars. C'était toujours Pape? C'était plus Pape parce que Pape était président de l'OM. Mais j'avais changé d'agent parce que Pape ne pouvait pas être président de l'OM et mon agent. Et donc j'appelle mon agent et je lui dis et je pars. Tu débrouille-toi, je veux partir. Et il me dit non mais t'inquiète, on va régler la situation. Je lui dis non mais il n'y a plus de situation à régler. Je veux aller à Newcastle parce que Newcastle me sollicitait depuis des mois et des mois. Et à ce moment-là, Pape, le président, me dit tu ne pars pas, hors de question. Et je lui dis Pape, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a plus rien à faire, je veux partir. Il me reste 1 an de contrat, transfert, je veux partir. Demain, vous allez recevoir une offre de Newcastle, je veux partir. Et je pars sur un coup de tête. Ouais, je pense. Après, je pars aussi, et je l'ai toujours dit, parce que le contrat qui m'est proposé est hors norme. Et je me dis qu'à ce moment-là, j'ai 31 ans. Tu ne peux pas refuser. Et je gagne 2 fois et demi en net ce que me donne l'OM, qui était déjà un très gros contrat. Et je n'ai pas peur de le dire, parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire. Je ne veux pas dire le montant, mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, ce contrat assure ma vie pour de très longues années et met à l'abri ma famille et des conditions financières hors normes. Donc il y a cet aspect-là, financier, qui n'est pas à négliger, mais il y a aussi l'ego. Parce que je pense qu'au fond, ça aurait été peut-être 1 match sur le banc, 2 matchs sur le banc, et la normalité serait sûrement revenue. Juste une parenthèse, par rapport à l'entraîneur, comment tu as vécu ça? Non, j'en veux. Justifié, justifié. Non, mais j'en veux pas du tout, parce qu'aujourd'hui je le vis, donc à ce moment-là, je lui en veux. Parce que c'est une relation de confiance, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je me dis tu me fais plus confiance. Et en fait, c'est pas ça. Je pense que lui, il a une sensation. Il se dit il est moins bien et je pense que lui il se dit juste je vais le piquer un peu et il va revenir. Sauf que moi à ce moment-là je suis capitaine, très difficile à accepter de sortir de l'équipe et de ne plus avoir mon brassard. Là je parle d'ego. C'est là où l'ego. Et là l'ego rentre, l'ego d'un homme, pas l'ego d'Abibé, mais l'ego d'un homme je pense. Et pour le coup le mien qui peut être parfois important. Et donc je décide de partir. Mais par contre, au fond quand le choix est fait et que je suis à Newcastle, très bien. Je suis très content d'avoir fait ce choix et aujourd'hui je ne le regrette pas. Mais certaines personnes n'ont pas compris le départ très rapide. Oui, c'est ça. Parce que c'était pas du tout programmé en fait. Ouais. Ça s'est fait en 5 jours. C'est souvent ce truc-là, quand on suit ses impulsions. Mais j'en veux à personne encore une fois. Ça peut être bien. J'en veux à personne parce que j'ai vécu 4 ans extraordinaires à l'OM avec des gens extraordinaires. On a malheureusement
perdu 2 finales de Coupe de France et on a fini 2e du championnat. Et je pense que dans cette À cette période-là… époque, vous étiez le pouli-d'or du championnat. Ouais, non, c'était incroyable parce que je pense qu'on avait… Autant la première année, 2003-2004, Lyon était dominant, 2004-2005 aussi, mais pour moi, 2005, 2006, 2006, 2007, où on a une équipe, Mamadou Niang, Samir Nasri, Ribéry, Sana, Mbami, enfin on a une équipe incroyable. Et je pense qu'on est la meilleure équipe du championnat, mais on ne gagne rien. Et la réalité, c'est qu'on perd les 2 finales de Coupe de France, une fois contre Paris, une fois contre Sochaux. Et celle de Sochaux, elle fait mal parce que je suis capitaine, et je crois que ça faisait 18 ans à ce moment-là que l'OM n'avait pas gagné de titre. Et donc elle fait mal dans la tête parce qu'on la perd au penalty. Mais par contre, non, c'est les 4 meilleures années de ma vie de footballeur en club. Et après en Angleterre, donc tu fais… Je fais 2 ans à Newcastle. De Newcastle. Ouais. Après, je pars à Aston Villa. Aston Villa. Je fais une première année avec Martin O'Neill qui se passe très bien. Et après, j'ai une année qui est beaucoup plus difficile dans la relation avec Gérard Rouillet, qui n'est plus là aujourd'hui. Où ça a été très difficile, ça a été très loin. Très loin dans la relation et je ne veux pas l'exposer là aujourd'hui parce que déjà il n'est plus là et je trouve que ça serait indécent de le faire. Mais ça ne s'est pas bien passé dans la relation. Mais au fond, après coup et après réflexion, je me dis que c'est aussi une situation que j'ai peut-être mal gérée. Dans le sens où j'étais face à une difficulté et au lieu d'essayer de contourner cette difficulté, je suis allé dans cette difficulté de façon un peu frontale. Et elle ne m'a pas servi. Mais, la difficulté, voilà. C'était ta relation. Difficulté, c'était la relation qui n'existait plus entre nous. Et en fait, j'avais un contrat très confortable, très difficile pour un autre club d'assumer. Et donc, toutes les portes de sortie qui m'ont été offertes, je ne retombais pas en fait moi sur mes pieds dans le sens où quand un joueur n'a pas joué depuis 6 mois, 1 an, il ne peut pas prétendre à avoir un énorme salaire comme j'avais à Aston Villa. Et donc je suis rentré dans une logique de ne pas partir, mais sauf que je me suis retrouvé dans une logique de ne pas jouer. Et un joueur qui ne joue pas est un joueur entre guillemets mort. Parce qu'on dit souvent qu'un entraîneur a le droit de vie ou de mort sur un footballeur. Moi c'est comme ça que je le vois. Et quand je ne prends pas un joueur dans mon groupe… On y viendra après sur ce que tu es en tant qu'entraîneur. Et donc en tant que joueur, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est-à-dire que je me sentais vide parce que j'avais plus de matchs à jouer, j'étais à l'entraînement, mais j'arrivais plus à exprimer cette passion. Et si j'arrive pas à être passionné dans quelque chose, j'arrête quoi, en fait. Alors, à quel moment tu as décidé d'arrêter ta carrière ? J'ai décidé d'arrêter au moment où donc, je suis 35 ans, j'allais sur mes 35 ans, 34 ans, j'arrête. Quand je vis donc ma dernière année à Aston Villa, premiers 6 mois très compliqués où je ne joue pas. Et à 6 mois de la fin de mon contrat, je suis contacté par Doncaster Rovers, qui est une équipe de championship, qui était gérée à ce moment-là par un agent qui s'appelle Willie McKay, et qui m'appelle et qui me dit « Écoute, tu joues plus à Aston Villa, viens chez moi 6 mois, tu vas te régaler, tu vas jouer. » Il me dit « Je négocie ta sortie avec Aston Villa » et il me dit « Moi, je te paye. » Donc en fait, il me dit « Tu seras encore mieux payé que… » Et tu joues. Voilà. Et je lui dis « Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je vienne faire à Doncaster ?» Donc moi, je regarde, je ne connaissais pas, je regarde, je vois que c'est à côté de Sheffield. C'est de l'autre côté là. Ah, je lui dis « Non, écoute… pour finir, j'ai envie de finir dans un endroit où je me fais plaisir, où je vis bien. Après, je lui dis non, puis je lui dis en plus, dans 6 mois, j'arrête. J'avais décidé, je dis dans 6 mois, j'arrête, je continue pas. Il me dit, mais écoute, t'as pas besoin de venir t'entraîner, tu restes à Paris et tu viens que pour les matchs. Mais moi, je le prends au mot. Je lui dis, ok, ça marche. Et donc, il appelle à cette époque-là mon avocat et il dit, Habib viendra le vendredi ou le samedi, il jouera les matchs, mais il n'a pas besoin de venir à l'entraînement. Et on monte en fait, c'est assez incroyable, c'est que je fais 19 matchs de championnat avec Doncaster en championship. Sans avoir fait un entraînement avec eux. En ayant fait une dizaine d'entraînements. Je venais parfois pour me donner une forme de légitimité. Je venais le vendredi, je m'entraînais avec eux et je jouais le samedi et je repartais. Et ce qui était incroyable, c'est que Doncaster payait le jet privé pour venir me chercher, le jet privé pour me ramener. J'avais un statut qui était hors norme pour un joueur qui ne méritait pas, pour être très honnête. Mais j'ai fait 19 matchs de championnat, 2 buts, j'ai fini ma carrière là-dessus. Et ce qui est bien, parce qu'en fait, au moment où j'y vais, on est relégable avec 11 points de retard. Et on finit relégable avec 2 points de retard. En fait, l'idée, c'était de sauver le club. Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus de Première Ligue. El Hadji Diouf, il a appelé beaucoup de joueurs pour venir sauver le club. On a fait une belle remontée et puis à la fin, on n'a pas réussi à faire le challenge de garder l'équipe en championship. Mais moi, ces 6 mois m'ont permis en fait de maturer en quelque sorte mon arrêt. C'est-à-dire, je me suis préparé pendant ces 6 mois à me dire, dans 6 mois, c'est terminé. Et j'ai eu
Corentin Martins qui m'avait appelé pour aller à Brest. Il m'avait dit qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit écoute Coco, je suis un joueur qui joue par passion. J'ai jamais eu de talent. Donc ce qui m'a fait avancer, c'est cette passion-là, cette énergie, l'amour du foot, l'amour du jeu que j'ai eu depuis que je joue au football. Et je lui dis je l'ai plus. Donc je vais venir à Brest et au fond, je ne vais pas remplir le rôle que tu vas me demander de faire, d'encadrer des jeunes, de les amener, parce que je l'ai plus. Je pense que j'ai perdu ça sur mes 2 dernières années à Villa. Et je lui dis je préfère arrêter. Et il me dit ouais mais c'est dommage, tout ça. Il y avait eu un appel de Nice à l'époque aussi. Et puis je pense que les 6 mois que j'avais travaillé dans ma tête que ça s'arrêtait. Et puis je me suis dit bon j'arrête et puis on verra en fonction des opportunités. Juin, juillet, les opportunités n'arrivent pas et puis on se met en route dans une nouvelle vie. Et puis août, septembre, octobre, on commence à voir ses amis, on part en vacances, on voit sa famille, on va courir, on mange avec tous les amis qu'on connaît. Et là, octobre, novembre, on se dit ouf, si ça doit être ma vie pendant les 50 prochaines années, ça va être long. Et puis est arrivé très vite, en mars, l'opportunité de démarrer ce métier de consultant. Et là en fait, c'est replonger dans notre monde, dans la passion du foot, du jeu, l'analyse. Et c'était presque la logique où je découvre qu'à 27 ans, j'ai une appétence pour le métier d'entraîneur parce que je regarde mes entraîneurs, je les observe, j'essaie de comprendre tout ce qu'ils mettent en place à l'entraînement, ouais, le jeu. Attends, là tu es parti sur tu es devenu consultant, tu n'étais pas entraîneur, tu n'avais pas passé de diplôme encore. Mais le métier d'entraîneur… J'ai une appétence à 27 ans, mais est-ce que tu as fait quelque chose? Non, justement, et c'est ce que je dis assez souvent. C'est-à-dire dans les diplômes, j'ai commencé mes diplômes très tard parce que ce métier de consultant, quand je le découvre, il ne me plaît pas. Je le fais 1 mois et ça prend pas. C'est-à-dire pour moi, ça prend pas. Pour les gens qui écoutent de Canal+, qui me regardent, ils disent c'est bien. Mais moi, je dis non, j'aime pas. J'aime pas m'écouter, j'aime pas m'entendre. Je trouve que j'apporte pas de plus-value, c'est creux. Et ils me disent non, pas du tout. Je te dis, Habib, franchement, pour des premiers essais, c'est bien. Et puis, ma compagne à l'époque me dit continue, de toute façon, tu n'as rien à faire. Ça te permet de voyager, tu fais des émissions, tout ça. Et je continue. Et en fait, quand je dis mon appétence pour le métier d'entraîneur, c'est qu'à 26, 27 ans, je découvre ça, comprendre ce que mettent en place les entraîneurs. J'essaye de regarder. En plus, quand on a des responsabilités, on devient le relais de l'entraîneur. Et quand je commence ce métier de consultant, il y a ce lien en fait. C'est-à-dire que quand je commence ce métier de consultant, et je le dis très souvent, pour moi, le consultant, en tout cas au stade, avec toute l'humilité qui est la mienne, c'est tu es le 3e entraîneur des 2 entraîneurs. C'est-à-dire que tu n'es pas supérieur à eux, mais tu essaies de comprendre ce que mettent en place les 2 entraîneurs, les rapports de force qu'il peut y avoir entre les 2 équipes, et ta position, tu t'élèves pour essayer de donner une analyse de ce rapport de force. Donc en gros, tu es presque le 3e entraîneur qui analyse ce qui se passe sur le terrain. Et quand je vis ça, c'est le déclic où je me dis j'adore ce métier de consultant. C'est-à-dire je vis ce moment où je me dis je suis plus celui qui décrit ce qui se passe, je suis le consultant qui doit lire ce qui se passe et surtout qui doit essayer d'analyser ce qui va se passer. Et ça me ramène à cette logique de dire mais quand j'étais joueur en fait, c'est ce que je faisais en tant que capitaine, c'est-à-dire d'essayer de comprendre et de simplifier le discours de l'entraîneur auprès de mes partenaires en tant que capitaine. Et c'est en tant que capitaine, dans une situation où tu es défenseur, de lire ce que te propose l'adversaire pour essayer d'y apporter des solutions individuellement, mais collectivement en tant que relais et en tant que capitaine. Et je ne sais pas pourquoi, quand je fais ce métier de consultant, ça clique en fait de ce moment-là. C'est le métier de consultant qui te donne… Qui me donne l'envie de redevenir qui me convainc qui me dit tu seras entraîneur. Je sais que l'étape d'après c'est les diplômes. Parlons-en des diplômes. Comment tu as vécu ça? Parce que c'était long. Ça a été long, compliqué, ça a fait beaucoup parler. Il y a eu Comment toi tu as vécu ça? Ben, je vis ça où en fait j'arrête à 34 ans, donc j'ai 35 ans en octobre, j'arrête en juin, donc j'ai 35 ans en octobre. Et il se passe 3 ans où je fais ce métier de consultant. Et en fait, lorsque j'ai 37 ans, je me dis je vais au BEF. Donc qui est le premier niveau de diplôme, puisque j'avais déjà initiateur 2 et de toute façon au monde professionnel, on rentre directement au BEF. Et il se trouve que quand je veux m'inscrire au BEF, je suis en retard. En fait, sur les dépôts de dossiers, la date est déjà passée. Et donc là, à ce moment-là, je me dis… Tu l'as passé où? À la Ligue de Paris, à Aubonne. Ouais. Et donc, je me dis, bon, c'est pas grave, ça sera l'année prochaine. Donc, j'anticipe les choses et en mars, je dépose mon dossier et je rentre au BEF. Et donc, j'attaque le BEF. Et là, je me dis, quand je suis lancé dedans,
c'est un peu sur l'idée du passionné obsessionnel. Je me dis, je vais dedans et en 3 ans, il faut que j'ai les 3. Et donc, je me lance dans le BEF, j'obtiens le BEF. Avant la fin du BEF, je m'inscris pour le DES, je rentre au DES, je passe le DES, j'ai le DES et en mars, il se trouve qu'on est en DES Covid, donc en distanciel. Et en mars, on demande aux formateurs comment on peut s'inscrire pour le BEPF. Et là, ils nous disent non. Là, avec le Covid, BEPF pour vous, ça sera dans 1 an. Et on dit non, il y a des stagiaires qui ont réussi à faire tout en 3 ans. Non, mais là, cette année, avec le Covid, c'est pas possible. Quoi qu'il arrive, même si vous déposez un dossier, vous ne serez pas pris au BEPF. Et là, je me retrouve dans une situation où, malheureusement, je ne peux pas passer la formation. Parce que tu avais un support de club. J'avais un support de club sur le premier BEF ACBB, deuxième DES Poissy. Et puis, il se trouve que la 3e année, je suis… Attends, je veux le préciser parce qu'il y a tellement de choses qui se sont dites là-dessus. Je veux dire que ton premier support, tu étais avec la CBB. À la CBB, ouais. Tu faisais combien de séances? Tu allé comment? Tu faisais comment? Alors, le premier support pour le BEF, nous, il y avait 4 séances par semaine. Moi, j'en faisais 3, voire 2. Jamais moins que 2 dans la semaine sur le BEF. Et sur le BEF, sur les heures qui sont demandées pour obtenir le BEF, j'ai rempli totalement les heures qui sont demandées. D'accord. Sur les DES, j'étais à Poissy, on avait entraînement tous les jours. J'étais à Poissy 4 fois sur 5. Je ne ratais qu'une séance dans la semaine. Donc j'ai rempli aussi le quota des heures qui ont été demandées pour le DES. Voilà, non, mais c'est bien de le préciser. Ouais, non, c'est bien de le préciser, parce que j'ai tout entendu. Ouais, j'ai tout entendu. Ouais. Et je vais même aller plus loin. Je suis donc sur le BEPF, je m'inscris au BEPF, et donc je suis présélectionné pour le concours du BEPF. Et donc il faut arriver au BEPF avec une lettre de motivation. Moi, j'arrive au BEPF, donc pour la présélection du BEPF, avec un club de Ligue 1, un club de Ligue 2 et un club de National. C'est-à-dire un club. C'est-à-dire j'arrive avec une lettre. Avec le support, avec une lettre. C'est-à-dire j'arrive avec j'arrive en fait au BEPF en leur disant voilà, aujourd'hui j'ai fait un entretien cette semaine avec un club de Ligue 1. Je suis dans la shortlist d'un club de Ligue 1 et c'est soit moi, soit une autre personne. Soit j'ai le diplôme. Je leur dis le problème, c'est que le club qui va m'engager est prêt à payer l'amende. Mais il faut que je sois dans le BEPF. Parce qu'ils ne peuvent pas payer l'amende sans avoir un entraîneur qui n'est pas en fait en formation. Donc je leur fournis la lettre de ce club-là. Je leur dis également que j'ai eu un entretien avec un club de Ligue 2 qui doit prendre une décision très rapide sur le fait de me prendre moi ou un autre entraîneur. Et j'ai la lettre de Patrice Haddad, président du Red Star, qui dit que lui, quoi qu'il arrive, je serai dans le staff du Red Star en tant qu'adjoint. Donc quand j'arrive au BEPF, j'ai ma lettre de motivation, mais j'ai aussi la preuve que j'ai un support professionnel pour assurer le BEPF. Donc je fais mon entretien, et ensuite dans l'entretien, il y a 30 points pour l'entretien et il y a 30 points sur la situation terrain. Je sais quel jury j'ai eu pour cet entretien terrain. Je ne sais pas la note, mais tout ce que je sais, c'est que je fais partie des meilleures notes des sélections du BEPF. Donc après, il y a eu des polémiques, ou en tout cas des discussions autour du fait que Habib Beye était au BEPF parce que c'est quelqu'un qui est connu, qui est à la télé, qui travaille à Canal, et qu'en gros, on m'aurait ouvert les portes assez facilement du BEPF. C'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. Alors après, c'est pas grave en soi que des gens pensent ça. Moi, je sais ce que j'ai été capable de faire dans l'entretien. Je sais ce que j'ai rendu comme devoir sur la séance qu'on avait à rendre pendant 30 minutes. Et quand j'ai discuté avec notamment un des membres du jury que je connais, il m'a dit « Habib, je vais être très clair, sur la notation, tu es dans les 10. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, parce que tu t'appelles Habib Beye, on t'a pris. » La seule polémique que j'entends, c'est qu'à ce moment-là, quand je me présente au BEPF, c'est-à-dire quand j'arrive au BEPF, comme on est en juin, je n'ai pas la signature d'un club professionnel. C'est-à-dire que puisque je suis en discussion avec des clubs professionnels, je dis au formateur, et en l'occurrence Franck Tivillier, je lui dis, pour le positionnement, comme c'est en juin, je ne peux pas vous garantir que je suis à Brest, Angers, Marseille, Toulouse, je ne sais pas, ou le Red Star, puisque c'est en discussion. Par contre, pour la semaine 1,
j'aurai quoi qu'il arrive un club. Et donc le deal qui a été fait avec moi, c'était de dire, si à la semaine 1, tu n'as pas un club, tu ne rentres pas dans la formation. Je suis arrivé en semaine 1, j'étais adjoint au Red Star. Donc club professionnel, donc je remplissais tout ce qu'il faut pour être au BPF. Et après, j'ai fait 13 semaines de formation où j'ai été là tous les jours. Où le Red Star, j'ai été là tous les jours. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les gens pourront en témoigner. Mes seules absences au Red Star l'année dernière, que ce soit en tant qu'adjoint ou en tant que numéro 1, ont été liées à ma formation et pas à mon métier à Canal. Et je le dis bien. Et cette année, tout le monde peut en témoigner. On est aujourd'hui le 5 octobre. Le 5 octobre, je n'ai pas raté une séance de mon groupe. Pas une séance de mon groupe, pas une minute de mon groupe, pas un rendez-vous pour mon groupe sur mon travail à Canal. Et ça n'arrivera jamais. Mais c'est bien de le préciser, c'est bien que tu l'expliques. Je trouve que c'était parce que je pense que certaines personnes pensent que je suis entraîneur à temps partiel. Voilà, je suis entraîneur à temps plein. J'aimerais le confirmer parce qu'on est lundi aujourd'hui, le lendemain du match de Marseille où tu étais hier soir. Et à 11h, tu étais. Enfin, même à 8h, j'étais là. Mais nous, on était arrivés à 11h. Là avec mon staff, tu étais déjà en train de diriger la séance d'entraînement. Pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est mon métier d'entraîneur. Par contre, ce que je ne voulais pas, et c'est ce qui a été aussi vu avec le président, c'est que j'avais un engagement avec Canal jusqu'à fin 2023, un contrat signé. Et quand je m'engage dans un contrat, je le respecte. Et donc, le deal avec le président, c'était de lui dire, on va diminuer les prestations avec Canal+, mais je ne peux pas rompre un contrat d'un employé qui, depuis 10 ans, s'appuie sur moi comme l'un des consultants importants de la chaîne. Et c'est surtout, et c'est ce que je dis à tout le monde, les gens ne se rendent pas compte de la matière que ça me donne de commenter des matchs de ce niveau-là. Si, je te le confirme. C'est extraordinaire, c'est en extraordinaire. fait. Je suis un meilleur entraîneur en commentant ces matchs-là, ce type de match-là. Donc, aujourd'hui, je sais que ce métier de consultant est amené à s'arrêter en fin d'année puisque je ne serai plus sous contrat et là, il ne sera plus question de continuer. Mais ce que je vis en tant qu'entraîneur du Red Star en national et des matchs de Ligue des Champions ou de très gros matchs de Ligue 1 ou de Première Ligue que je commente en dehors de mon temps, et je dis bien en dehors de mon temps au Red Star, puisque ce sont toujours sur des jours off ou alors c'est sur des allers-retours qui n'empiètent pas sur mon travail, c'est extraordinaire. Parlons de c'est bien. Mise au point. C'est une belle mise au point. Juste sur la formation, ça t'a amené quoi la formation? De la structuration. Ouais. Je pense que je ne vais pas dire que j'étais un entraîneur déstructuré, mais j'étais un entraîneur avec beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, et la formation m'a cadré. M'a amené à beaucoup plus écouter, m'a amené à de l'ouverture vers les autres. Le transfert sur mon staff, c'est d'avoir énormément délégué, alors qu'avant j'étais très présent, omniprésent, j'essayais de tout accaparer parce que peut-être que cet ego m'amenait à avoir un contrôle permanent. Et la formation m'a amené à me structurer dans le travail, à mettre en place des process d'entraînement, à mettre en place des process de fonctionnement, mais des fonctionnements club, fonctionnement staff, fonctionnement joueur. Et surtout, elle m'a amené à avoir d'autres perspectives. Parce que ce qui est le plus riche dans la formation, c'est l'échange entre les stagiaires. Les formateurs sont très bons. Le cadre qui est donné, il est bon. On peut toujours le remettre en question, on peut toujours l'améliorer, mais c'est très bon. Ce qu'ils nous font, c'est très très bon. Mais l'échange entre les stagiaires est pour moi l'essence même de la formation en fait. C'est les 10 pendant 13 semaines. C'est ce qui nous amène en fait à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos convictions, sur nos certitudes. Parce que souvent on dit que les entraîneurs n'ont pas de certitude. Je remets malgré tout ce mot-là en question parce qu'au fond, on se casse la gueule avec nos certitudes. Parlons-en justement. L'impression que tu donnes, que ça soit à Canal ou que ça soit comme entraîneur, quand on t'entend, c'est que tu as des certitudes. Ouais, je le revendique. Tu les revendiques? Oui, bien sûr. Tu les as acquises comment, ces certitudes? Non, je ne les ai pas acquises. Tu défends quoi? Dans ton jeu, dans l'organisation? Parce que quand tu expliques une situation, on le voit, moi je regarde, je t'écoute. Je veux dire, c'est clair, cohérent, on sait, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Bien sûr. Mais cette capacité de l'afficher, de l'affirmer, c'est venu comment? Est-ce que tu as une conception du jeu qui est là, tu es en place, dont tu es sûr et que tu affiches avec sérénité, certitude? C'est l'impression que tu donnes. Ouais, non, alors la conception du jeu, oui, j'ai une conception du jeu.
mais je n'ai pas une certitude sur la conception du jeu. J'ai une certitude sur comment je veux amener mon équipe à percevoir le jeu que je veux qu'on pratique. Parce qu'au fond, on ne peut pas être juste les seuls acteurs du jeu qu'on veut mettre en place. Il y a un adversaire, il y a un rapport de force, il y a plein de choses qui… Par contre, l'idée de la certitude et de la conviction, c'est… Une conviction, c'est… Pour moi, dans la conviction, il y a un peu de nuance. Dans la certitude, il n'y en a pas. La conviction, c'est que… Tu crois, tu penses. Voilà. J'ai du mal avec la nuance. Parce que la nuance, elle permet de… Je ne me suis pas trop positionné, mais je me suis positionné un peu. Comment tu mets l'adaptabilité là? Non, l'adaptabilité, elle est constante. L'adaptabilité dans mon fonctionnement et avec mes joueurs et dans le jeu qu'on pratique, elle est constante. Parce que je suis conscient, encore une fois, que je ne suis pas tout seul. Et je peux avoir une idée parfaite du jeu que je veux mettre en place, mais ça ne m'empêche pas de comprendre le championnat dans lequel je suis, l'équipe que j'ai à ma disposition, le fait d'être dans l'adaptabilité constante pour justement m'adapter dans le contexte dans lequel je suis. Mais les certitudes, je pense que dans la vie, les certitudes nous permettent d'avoir une direction, un chemin, et je pense que je me suis cassé la gueule plein de fois avec mes certitudes. Et c'est ça qui est intéressant. Dans la certitude, c'est peut-être de dire, je suis certain que je vais faire ça comme ça, et que je vais gagner comme ça, ou que je vais réussir comme ça, ou que ma voix est dans ce sens-là, et de te casser la gueule. Mais au fond, cette certitude-là, elle sera remise en question. Après, les gens vont me dire, bah alors dans ce cas-là, ce n'était pas une certitude. J'ai tendance à penser qu'au moment où je le fais, j'en suis certain. Donc, c'est pas de considérer que je suis certain de tout, ou mes certitudes m'amènent à dire, je vais jouer comme ça et ça ne sera pas autrement. Il m'est arrivé dans des matchs de football d'avoir un plan de jeu et de me dire à un moment donné, bon, bah, autre chose. Aujourd'hui, je vais faire autre chose. Mais j'ai du mal avec l'idée, et j'avais eu une discussion avec quelqu'un que je respecte énormément, Didier Deschamps. On était ensemble, j'étais avec lui au Variété Club de France et dans la douche, on discutait et je lui dis c'est très intéressant le management parce que parfois tu as des certitudes. Et là, il me dit oh, Habib, les certitudes en football, tu sais. Et je lui dis oui, mais Didier, en fait, la certitude, c'est pas une question de je sais tout, je maîtrise tout. C'est presque une conception de vie, en fait, de me dire j'ai un chemin qui est défini. Je veux aller dans ce sens-là pour faire progresser mon équipe, la faire jouer. Et que parfois, oui, bah on va se planter et puis on se rend compte qu'il faut s'adapter en permanence. Et de toute façon, la certitude ne ferme pas l'adaptabilité en fait, que j'ai avec mon équipe. Mais oui, je dégage ça en tant que consultant. Je le dégage peut-être en tant qu'entraîneur. Mais je pars du principe que j'ai besoin de ça en fait pour avancer et que j'ai besoin de ça sûrement et j'ai besoin de me planter de temps en temps pour aussi avancer quoi. Continue avec tes certitudes, tes et mes convictions. Ouais, non mais je sais pas comment on les appelle, si c'est des certitudes ou des convictions et peu importe en quelque sorte puisque c'est ma voix. Et au fond si je me plante, c'est moi, c'est pas les autres. Reviens sur le technique. T'as commencé latéral, tout petit toujours. Non, j'ai commencé attaquant. T'as commencé, oui, j'ai commencé ailier droit. Comme tout le monde, attaquant. Et quand on a vu que j'avais pas assez de qualité, t'es repassé derrière, t'as joué latéral. Ouais, latéral. T'es passé défenseur central à quel central. Dans une défense à 3 à l'OM. Ah oui, dans la défense à 3. Et on était dans une défense à 3 aussi à Strasbourg. Une vraie défense à 3, celle où c'est un des centraux qui va couper sur les côtés. Oui, ou exactement. Celle où vraiment, le cinquième qui revient dans le couloir. Vraiment, les deux défenses à 3 dans lesquelles j'ai joué, donc notamment à Strasbourg et à Marseille, étaient des défenses à 3 avec des joueurs excentrés qui étaient très offensifs. Donc tu allais jouer avec des logiques d'aller couper. Ouais, d'accord. Voilà. Il y a une vraie évolution pour toi à l'heure actuelle sur ces postes-là de défenseurs? Oui, parce que je pense qu'on a plus… Aujourd'hui, les excentrés et les pistons sont des attaquants. Pour beaucoup d'équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des excentrés devenir pistons, excentrés. Enfin, on les appelle pistons ou excentrés. Mais on voit l'exemple de beaucoup d'équipes où le piston n'est plus un arrière-gauche. Le piston est un excentré gauche. Donc, c'est ce qui a modifié un petit peu ce système-là. Et puis après, pour moi, ce qui a modifié le football moderne actuel, c'est le jeu de position. Qui pouvait sûrement exister à l'époque. Qu'est-ce que tu appelles le jeu de position? Mais pour moi, le jeu de position, aujourd'hui, pour moi, le jeu de position, c'est aujourd'hui avoir des joueurs qui sont capables d'occuper des positions sans forcément prendre part à l'action avec le ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeu de position sert à fixer un adversaire, sert à créer un espace aussi pour notre équipe. Et parfois, il fige une situation défensive pour l'adversaire qui permet en fait aux autres joueurs de se créer de l'espace. Et au-delà de ça, ce joueur de position, dans le cheminement, va à un moment donné, par le temps d'avance qu'on va se donner dans la construction,
lui donner à lui cette opportunité de jouer du 1 contre 1. C'est comme ça que nous, on fonctionne sur notre jeu de position avec certains joueurs de notre équipe. C'est que l'objectif pour toi, c'est d'arriver à créer cette situation où il se retrouve en 1 contre 1. Ouais. C'est-à-dire que si l'équipe travaille pour ce joueur de position et le met dans une situation où il n'est pas au minimum en égalité numérique face à l'adversaire, c'est qu'au fond, on n'a pas été capable de créer ce décalage. Est-ce que tu travailles à l'entraînement, est-ce que tu travailles sur des schémas, des circuits de passe, circuits de passe bien identifiés. Ouais. On travaille beaucoup la sortie de balle. Il se trouve que quand j'ai pris l'équipe, sortie de balle avec le gardien. Alors, sortie de balle avec le gardien. Donc, on met une situation d'équipe en pressing et on met une situation d'équipe en sortie de balle avec des positions bien identifiées, avec un nombre de joueurs dans notre partie de terrain bien identifié et avec des positions hautes pour fixer. Et donc, on travaille énormément la sortie de balle. Depuis que j'ai repris l'équipe, on a axé énormément ce travail-là. Parce que je pars du principe qu'on a des joueurs qui sont capables de faire de grosses différences offensivement. Et si on arrive à ressortir le ballon et qu'on arrive à les toucher pour justement mettre en avant cette supériorité qualitative, ce que j'appelle supériorité qualitative, c'est en fait de travailler sur la sensibilité footballistique de mes joueurs et sur leur qualité. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que tu as l'impression réellement que ton travail d'entraîneur, le transfert en match, il se fait réellement sur tes sorties de balle, sur des situations où c'est juste l'adaptation des joueurs qui fait la différence? Non, les joueurs font beaucoup à ça. Mais l'ancrage et le fait de répéter ces situations font que quand ils ont à les vivre en match, ils sont habitués à les vivre à l'entraînement un nombre de fois beaucoup plus important que ce qu'ils auront à vivre en match. Et que du coup, ça devient un mécanisme pour sortir le ballon. Ils sont beaucoup plus froids, surtout en émotion et surtout sur cette logique de sortie de balle. Et après, l'année dernière, sur une logique offensive, on a mis 55 buts. On a été la meilleure attaque du championnat. Et on a retrouvé très souvent ces situations où on arrive à sortir le ballon, où on crée ce décalage. Et où ensuite, je le dis assez souvent, et c'est un entraîneur qui m'a dit ça, tu entraînes ton équipe de surface à surface. Ce qui se passe dans la surface ne t'appartient pas. Et je trouve que c'est très vrai. Parce qu'au fond, on donne un cadre, on donne une direction, il y a un projet de jeu, un projet d'équipe. Mais le moteur, c'est les joueurs. C'est eux qui font les choses. Nous, aujourd'hui, on a une idée de jeu, on veut les amener à. Mais c'est aussi parce que j'ai des joueurs de qualité à ma disposition et que tout ça peut se mettre en place. Alors, passons à un truc plus spécifique. Ta journée d'entraîneur, c'est quoi? Ma journée d'entraîneur. À partir du moment où tu te lèves. Ma journée d'entraîneur, à partir du moment où je me lève, et je te bouscule. Mais non, je me lève, je viens à l'entraînement, j'arrive à l'entraînement, T'habites loin? J'habite à 25-30 minutes d'ici. Je pose la question parce qu'il y a des entraîneurs qui me disaient que, en fait, eux, ils aimaient être loin. Ouais. Parce qu'ils avaient le temps de préparer, d'imaginer, de se mettre dans la situation pour préparer leur séance. Et un de tes amis, d'ailleurs, Claude Leroy, et lui, il me disait ça. Il disait, j'habite jamais à côté du stade. Parce que quand j'arrive au stade, je suis tout de suite dans la fureur et j'ai besoin de recul. C'est des bons moments. Hein. Les moments de la voiture sont des bons moments de réflexion. Après, nous, on conceptualise la séance la veille. En général, en accord avec ce qu'on veut faire sur la semaine d'entraînement, en accord avec ce qu'on a vu la veille aussi, puisque c'est important. Et après, on la peaufine et on la finalise vraiment le jour de la séance. Parce que on estime que le matin, on ne veut pas avoir en fait à creuser sur qu'est-ce qu'on fait. On veut vraiment être sur la logique d'effectif déjà, puisque il faut savoir que sur le fonctionnement d'un club de national, parfois on apprend à 9h30 qu'on a un joueur en moins parce qu'on n'a pas un docteur à disposition tous les jours, même si on a un staff médical extraordinaire. Donc la séance, on la pense la veille, et le matin, on agit vraiment sur on la finalise sur les espaces ou sur les effectifs, les rotations. Donc je me lève, il est en général, il faut savoir que quand j'ai mes enfants, je me lève, il est 6h15 parce qu'il faut que je gère mes enfants avant de me gérer moi en tant qu'entraîneur. Tu les emmènes à l'école? Je les emmène à l'école. Donc quand je les emmène à l'école, c'est plus particulier puisqu'ils habitent dans le 78, une semaine sur deux. Et donc je les emmène à l'école, mais le problème c'est que le retour avec les bouchons me fait arriver un peu plus tard en séance. Mais globalement, je gère mes enfants donc sur le petit déjeuner, sur le fait de les habiller, qu'ils soient tous prêts. Ensuite, quelqu'un les emmène à l'école. Ça me permet à moi d'arriver entre 7h30 ici et 8h. Donc le premier qui arrive, c'est souvent Kersage avec Fawzi Hamzal, l'entraîneur des gardiens. C'est les deux premiers qui arrivent. Moi, j'arrive 10-15 minutes après eux. On se fait un petit café, on se pose, on échange. Et puis on échange parfois sur la séance de la veille, sur ce qu'on va faire.
Fauzi a besoin d'une trame aussi, puisqu'il a ses gardiens. Donc, on lui explique combien de temps il va avoir pour ses gardiens, le contenu de la séance pour ses gardiens. Lui, ça lui permet ensuite de mettre en place sa séance et de la finaliser. Et puis ensuite, avec Pierre, on est tous les deux et on finalise la séance tous les deux ici dans le bureau. Si on a besoin d'y associer des séquences vidéo, là, à ce moment-là, je me rapproche de Brahim qui est l'analyse vidéo et je sélectionne les 2-3 situations vidéo parce que je lui ai envoyé la veille en général. Et puis à 9 heures, en général, on va installer. Comme ça, on aime bien installer en fait et de se donner encore 1 heure. Parce que tu commences la séance vers à 11 heures. Parce qu'en fait, le problème de Paris, c'est que si on commençait la séance à 10 heures, tous les joueurs seraient en retard ou passeraient 1h30 dans leur voiture. Et ils seraient déjà vides émotionnellement. Donc on leur donne cette latitude-là. Ils arrivent en général vers 9 heures, 2 heures avant, puisqu'ils ont le petit déjeuner. Mais on leur laisse cette opportunité d'arriver en fait à 9h30 pour la peser à 9h45. Et puis nous, après, on installe vers 9h. On a en général fini vers 9h45, 10h. Ça nous donne encore 1 heure pour peaufiner la séance, discuter un petit peu de la séance. Parfois, quand on installe un aménagement et une surface de jeu, quand on la visualise, on se dit oh, ça va être un peu grand. Donc ça nous permet de vraiment être très précis parce que ça me tient à cœur. Ça tient à cœur à tout le staff, mais aussi à Pierre, que quand les joueurs arrivent, la séance est installée dans sa totalité, qu'il n'y ait pas de faille en fait dans l'organisation. On veut tout maîtriser sur les espaces de jeu. À aucun moment, les joueurs doivent nous voir installer une coupelle ou un ballon ou un but lorsqu'ils sont sur le terrain à 10h55. Quand ils arrivent, tout est prêt. Les ballons sont posés au bon endroit, tout est fait. Donc tu finis la séance. On finit la séance. Vous déjeunez. On finit la séance à 12h30. On a eu entre. En fait, on a une trame de séance qui fait 60 minutes, 65 minutes le lundi. On passe à 75, 80 minutes et là, je parle vraiment de temps de travail. Ensuite, on est mercredi puisqu'on est à J-2. On redescend. En général, on fait moins d'1 heure, on fait 50 minutes. Et puis, on fait entre 55 minutes et 1h05 sur la veille de match. Je fais juste une parenthèse par rapport à tes temps de travail. Toi qui étais en Angleterre, leurs séances sont... En fait, je fais un peu la même chose. En fait, je suis très inspiré par ce que fait l'Angleterre. Ouais. En fin de compte, l'Angleterre, moi, ce que j'ai découvert, c'est que peu importe la durée de séance, tout est intense. Et je connaissais pas ça en France. Il y avait beaucoup de temps mort. Et aujourd'hui, dans les séances qu'on a mis en place, et j'ai eu la chance de rencontrer un adjoint, parce que mon adjoint est venu me retrouver qu'au mois de janvier, donc j'ai repris l'équipe en septembre. C'était une autre de mes questions. Comment tu les as choisis, tes adjoints? Alors, Sylvain, donc, qui est celui qui s'occupe de l'optimisation individuelle des joueurs, lui qui travaille vraiment sur le joueur et sur les binômes, trinômes maximum. Donc 1, 2, 3 vraiment dans la relation avec les joueurs et sur l'analyse vidéo, sur de la précision à l'entraînement, il rectifie les joueurs. On se connaît depuis 4 ans, il m'a accompagné pendant toute ma formation. C'était mon N+1 pendant ma formation. C'est-à-dire que il m'a permis... Ton tuteur. Et en fait, au-delà d'être mon tuteur, il m'a permis de gagner un temps fou sur la formalisation et les dossiers. C'est-à-dire que quand je vivais quelque chose en formation, je lui envoyais note vocale de ce qu'on a fait, de ce qu'on doit rendre. Et lui, l'avantage, c'est que quand on se voyait, qu'on travaillait en commun, il avait déjà beaucoup d'éléments. Et ça m'a permis de gagner un temps fou. En gros, j'ai passé ma formation à 2 plus que tout seul. Donc, il m'a accompagné au BEF, au DES et au BEPF. Et donc, c'est toi qui as demandé quand tu es arrivé à ce qu'il soit avec moi. À ce qu'il soit avec toi. C'est ça, je veux dire, moi, c'était ce que je voulais savoir. Au président, est-ce que c'est des vrais choix que tu fais en Non, c'est un vrai choix. C'est-à-dire que j'ai dit au président, voilà, moi j'ai quelqu'un qui travaille avec moi depuis 4 ans. La première année, il n'était pas salarié du club, donc il était vraiment là, bénévole, comme moi d'ailleurs, puisqu'on avait convenu ça avec le club. Il fallait un contrat minimum. Parce que tu étais en formation. Non, au-delà de ça, je partais du principe que comme je prenais l'équipe en cours et que j'étais déjà sous contrat avec Canal+, j'ai voulu le salaire minimum, en fait, qui est presque juridique, en quelque sorte. On ne peut pas être entraîneur professionnel sans contrat. C'est celui qu'on a défini dans voilà. la charte. Et qu'ensuite, mon salaire soit reversé à une partie pour les associations Red Star et une partie pour d'autres associations. Je ne voulais pas être payé sur ma première année de prise de fonction en cours. Là, c'est autre chose, j'ai un contrat et là, je suis payé normalement. Mais sur la première année, c'était ça. Et donc, Sylvain, lui, n'était pas salarié, il était bénévole. Mais par contre, j'ai demandé au président qu'il soit avec moi. Parce que jusqu'à janvier, je n'avais pas d'adjoint. Donc, j'ai repris l'équipe en septembre. Et donc, de septembre à janvier, j'ai travaillé
seul et avec Sylvain, qui n'avait pas de formation d'adjoint, donc qui a découvert un petit peu le métier comme ça, hein, comme moi d'ailleurs. Et donc pendant 2 mois et demi, 3 mois, on a fonctionné comme ça. Très difficile parce que gérer 22 joueurs, gérer l'aménagement, les coups-pelles, le petit but, l'équipe adverse, à un moment donné, je me souviens d'avoir eu en hiver mon kawaii, d'avoir installé les coupelles, sorti les petits buts. Je suis parti voir l'équipe adverse, donc vous allez faire ça, parti voir l'équipe qui démarrait, vous allez faire ça. Et je me suis mis sur le côté et j'avais des gouttes de sueur qui coulaient. Là, je me suis dit, peut-être falloir que tu prennes quelqu'un. Et donc, quand j'ai demandé au président s'il était possible d'avoir un adjoint, il m'a dit oui. Et après, avec mes agents, on a cherché un adjoint bien précis, sur des critères bien précis. Donc, en l'occurrence, pour Pierre, je voulais quelqu'un qui ait travaillé sur la périodisation tactique. Parce que c'est quelque chose que moi, j'avais entrevu à travers des formations qui sont dispensées par Internet, à distance, donc les Portugais, les Espagnols. J'avais également lu des livres, donc lu des livres de managers, d'entraîneurs qui parlent beaucoup de ça, donc Mourinho, Guardiola. Et je voulais quelqu'un qui maîtrise le process. Parce que la connaissance de la périodisation tactique ne fait pas qu'on maîtrise le process de la périodisation tactique dans l'entraînement. Et je voulais quelqu'un qui ait travaillé avec des jeunes joueurs. Donc c'était son cas puisqu'il était avec les U16 nationaux, enfin les U16 de Lyon. Je voulais quelqu'un qui ait travaillé sur des jeunes joueurs et donc sur de la formation. Et je voulais quelqu'un qui ait connu le niveau national. Donc c'était son cas aussi. Donc on a sélectionné plusieurs profils avec mes agents à travers des connaissances de leur réseau. Donc il y avait Pierre, il y avait 2 autres profils. Et c'est Pierre que je rencontre en premier, donc dans le bureau de mes agents. Et j'ai rencontré Pierre et au bout de 20 minutes, c'était une évidence. Je ne sais pas pourquoi, maintenant je sais pourquoi, mais au moment où ça arrive, je ne sais pas pourquoi, puisque ces 20 minutes-là, c'est 20 minutes de 2 personnes qui ne se connaissent pas, mais qui partagent la même idée du football, la même passion pour le football, et lui, elle est débordante comme moi, et c'est génial de travailler au quotidien avec lui. Donc encore un que tu as choisi. C'est quelqu'un que j'ai choisi. En fait, à la fin de cet entretien, je dis à mes agents, on va pas plus loin. Parce que je pense que je pourrais rencontrer sûrement, et peut-être quelqu'un de meilleur, mais j'ai trouvé en fait. Et donc Pierre, très vite, lui, avait envie de travailler sur des seniors, en tout cas plus sur des jeunes et puis après, il me l'a dit, c'est aussi une opportunité de créer un lien tous les deux pour éventuellement un jour amener le Red Star plus haut ou voir d'autres choses. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est ça, c'est d'amener le Red Star au plus haut possible. Mais Pierre… Tu devances, tu vas trop vite là. Tu ouais, devances mais Pierre, pour revenir à Pierre, Ouais. il est hyper compétent, hyper passionné. Et j'ai une relation avec lui aujourd'hui qui fait que je suis un meilleur entraîneur grâce à lui aussi. Je le dis parce que pour moi, la force d'un entraîneur, et je l'avais entendu d'autres entraîneurs, pas de ma part, parce que là je répète ce qu'on m'a dit, Mais là, mais tu c'est l'as souvent vécu. la force d'un adjoint et Ouais. je le vis au quotidien. Non, je le vis vraiment au quotidien. Et par exemple, aujourd'hui, il n'était pas là. Et s'il est là, et je lui dis, il m'a manqué. Il m'a manqué parce qu'on ne se rend pas compte. Par moment, je peux moi déléguer. Là, aujourd'hui, j'étais dans le cœur du réacteur et c'est très bien parce que par moment, il est en formation et donc et c'est très très bien comme ça. Mais je me rends compte que notre complicité dans le travail, sa qualité a fait qu'il nous a apporté énormément dans la conceptualisation de l'entraînement. Par exemple, ça, c'est un document que lui a créé, qui est un document pour nous, pour le staff et pour moi. Tout est paramétré, le temps de jeu, les effectifs. Par exemple, ça, aujourd'hui, j'ai plus à poser de questions de qui a le chasuble, quand il a le chasuble, parce que tous les temps de jeu sont définis avec chaque équipe et ça va très très vite. Et en fait, on gagne un temps fou. Et souvent, j'ai entendu de la part d'entraîneurs qui disaient l'entraîneur manque de temps. Et en fait, son rôle, c'est de faire en sorte d'en perdre le moins possible. Et dans l'entraînement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins de temps mort possible. On veut être dans l'intensité constamment. Et donc, on C'est veut ça, le maîtriser rapport le avec, moins de temps mort Avec ce possible. que tu as vécu en Angleterre. Sur Exactement. le Exactement. maintien Ouais, maintien de l'intensité. de l'intensité. Ouais, maintien de Il vaut l'intensité. mieux faire des séquences plus courtes, Oui, exactement. mais garder. Exactement. Si vous faites 10 minutes de temps de jeu, voilà. Si vous faites 10 minutes de temps de jeu, mais que sur les 10 minutes de temps de jeu, vous avez 5 minutes intenses, 5 minutes où l'intensité chute, pour moi, vous avez perdu une partie de votre séance. J'ai vu que tu travaillais avec des GPS aussi. Oui. Donc ça te permet de vérifier en Toutes les direct au séances. fur et à mesure. Ouais. Ouais. En fait, on a le live, donc en séance, Randy, qui est le préparateur physique avec Rodolphe, ils ont le live. Donc, par exemple, sur des séances fortes comme aujourd'hui, où il y a énormément d'intensité et un volume de séance qui est quand même important, puisqu'on est aux alentours de 7 à 8 km,
Il y a des distances de sprint aussi importantes puisque le live nous donne aussi à un moment donné une référence pour dire attention, là on va dans un seuil qui peut être dangereux pour les joueurs. C'est le préparateur athlétique qui gère et qui te prévient. Qui vient à un moment donné où moi, dans la séance, je l'appelle, je lui dis, parce que quand je sais qu'on va basculer d'un temps de jeu à un autre, à 2 minutes de la fin du temps de jeu, je lui dis Randy, on en est où? Il me dit c'est bon, tu peux y aller. Par exemple, là aujourd'hui, il m'a dit au lieu de faire 2x6, fais 2x4. C'est peut-être 2 minutes de sauver, mais il me dit sur la quantification de charge qu'on a déterminée, si on fait 2x6, sachant qu'il y a un espace de jeu qui est important, on peut encore avoir du sprint. Et là, il me dit il faut limiter le sprint. Le volume, c'est pas grave, mais il faut limiter le sprint à haute intensité parce qu'on a déjà atteint plus ou moins la valeur. Après, ça, il faut considérer que ce n'est pas quelque chose d'établi à 2000% de la part de tous les entraîneurs du monde. Je pars du principe que les statistiques, les datas sont une chose, et après, il y a l'œil de l'entraîneur aussi d'être capable d'évaluer quand son groupe peut faire plus, quand il faut à un moment donné dire attention. Il faut garder la main quand même. Il ne faut pas que la data contrôle tout non plus. Oui, parce que c'est un petit peu le problème de ce qu'on est en train de voir au niveau même des entraînements, c'est que le préparateur athlétique prend le pas en fait sur le ressenti de l'entraîneur. Pour moi, quand il vient me dire Habib, attention, on va être au-dessus, c'est sa qualité de préparateur athlétique que je n'ai pas moi. Et c'est un warning. Après, il ne me dira jamais arrête la séance. Il ne me dira jamais ne fais pas. Il me dira voilà ce qu'il en est. Si tu veux y aller, vas-y. C'est ta sensation. Mais moi, mon rôle de préparateur athlétique, c'est de te donner cette donnée-là qui arrive factuelle, brute. Mais ça ne veut pas dire que quand le joueur il a fait 200 mètres de sprint, il ne peut pas faire 240 mètres. Il faut qu'il s'arrête. Mais par contre, il ne me dira jamais sors-le parce que c'est fini. Non. Il me dira bon, il est un peu dans le jeu. Passons au restart. Voilà. Tu l'as évoqué, l'ambition. C'est une ambition avec toi. C'est quelle ambition pour le restart? J'espère bien que c'est une ambition avec moi, puisque j'ai re-signé 2 ans et que j'avais l'opportunité de partir sur un autre niveau, puisque j'ai été sollicité pour aller sur un autre niveau. Mais l'aventure humaine déjà que j'avais créée avec le club, mon staff et mes joueurs n'était pas finie l'année dernière. Je pense qu'on a fait un bon travail, mais il fallait qu'on arrive à encore continuer ce qu'on avait mis en place ici. Et puis surtout, à partir du moment où j'ai eu plus ou moins de la part du président la capacité à garder une grosse partie de mon groupe de l'an passé, tout naturellement, il fallait que je continue ici. Donc j'ai signé 2 ans parce que je trouve que c'est un projet qui est en mouvement, à l'image du club, ses infrastructures, le développement. Il y avait aussi une qualité de vie pas négligeable puisque c'est à Paris et j'habite à Paris, mes enfants sont scolarisés à Paris. Donc tout ça a fait que… Et puis le challenge de reprendre un club historique en France et essayer de le ramener au plus haut niveau, même si on en connaît la difficulté puisque c'est un championnat difficile. Mais c'était aussi excitant de ne pas repartir sur une feuille blanche et de repartir sur des choses qu'on avait déjà mises en place. Et je suis très content d'être là et je me vois là le plus longtemps possible parce que ça voudra dire qu'on a réussi des choses. C'est parfait. On est pratiquement hors délai parce qu'on a passé largement… Non, quand on parle de foot, il n'y a pas de délai. Quand on parle, c'est vrai. Là, tu n'es pas obligé de me répondre. J'ai vu, et je l'avais vu en direct déjà, ta sortie sur les entraîneurs africains. Ouais. Voilà, je veux dire, que tu expliques… C'était sur le Ballon d'Or que tu as expliqué ça. Est-ce que tu as le sentiment que sur les entraîneurs, il y a le même problème? Est-ce que tu penses que les joueurs, les entraîneurs, comment on dit? Je ne sais plus comment il faut dire maintenant. Non, mais en fait, peu importe. Aujourd'hui, on peut parler de couleur de peau, on peut parler d'entraîneurs africains, mais entraîneur africain, l'Africain c'est un continent, c'est vaste. Oui, ça veut rien dire, entraîneur. Donc ça veut rien dire. Aujourd'hui, si on veut mettre les pieds dans le plat, aujourd'hui il a été dit que les entraîneurs noirs, on leur fermait la porte. Parce que c'est un peu ça, le débat au départ, c'était un peu de dire les entraîneurs africains ou les entraîneurs noirs n'ont pas les mêmes opportunités que les autres entraîneurs. Avant de dire ça, et quand je réagissais sur le Ballon d'Or, je disais qu'un joueur d'une sélection africaine n'était pas jugé de la même façon qu'un joueur d'une sélection brésilienne, argentine, colombienne, européenne, peu importe. Par contre, ce que je veux dire avant, c'est que je l'ai rencontré dans ma formation. Le problème, c'est que si nous,
on se fixe déjà des limites. C'est-à-dire que j'ai entendu des camarades, des potes, des amis dire « Oui, mais de toute façon, là-haut, c'est pas fait pour nous. » Nous. Ils disent nous. Nous. Ouais. Nous, sous-entendu, nous, les blacks, les noirs, on nous laisse pas aller là-haut. J'ai pas du tout cette philosophie-là. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai pas cette philosophie-là. Alors après, certains diront, oui, mais pour toi, Habib, c'est plus facile parce que tu es dans le monde des médias, tu es visible, donc les portes sont ouvertes. Je dis, ok, on peut penser ça. Mais la réalité, et je l'ai entendu de la bouche de Pape Diouf dans le documentaire d'Olivier Dacour, c'est que si on ne se donne pas les moyens d'y aller, et que même si la porte est fermée, d'enfoncer cette porte, alors oui, au fond, il n'y en aura pas beaucoup, puisque déjà nous-mêmes, dans notre cheminement et dans notre chemin, on se dit, bah, c'est pas ouvert, donc j'y vais pas. Mais je vais pas au BEPF parce que de toute façon, je vais pas rentrer. Mais c'est pas vrai. Sur le BEPF de l'année dernière, il y avait Papus Camara, il y avait Habib Bey. Claude Makelele entraîne, Patrick Vieira entraîne, Thierry Henry entraîne. La réalité, c'est que si maintenant on va dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs noirs aujourd'hui en Europe ou ailleurs dans les grands clubs? Non. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a cette logique de « Ah, on n'y va pas parce qu'on préfère prendre un entraîneur européen, argentin, espagnol » Peut-être. Sûrement. Mais la réalité, c'est que si on est bon, et si on fait ce qu'il faut, les portes vont... Parce que quand vous êtes bon, et quand vous réussissez, de toute façon, on ne peut pas vous fermer la porte, parce que vous devenez une évidence. Donc je dis juste, ça existe, c'est une réalité. Mais si on doit mettre les pieds dans le plat, c'est comme, on dit aujourd'hui, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les Maghrébins, le racisme envers... Mais le racisme, il est partout. Le racisme, il est pour tout le monde. Le racisme, il est global. Il y a eu même un débat dernièrement, le racisme anti-blanc. Mais ça n'existe pas. Le racisme, il est global. Il est mondial. Blanc, noir, peu importe, il est global. Donc, la logique, elle est de dire, est-ce que les portes nous sont fermées? Allez, on y va. Elles sont fermées. Ouvrons-les. Si on y va en masse, et si on y va avec de la détermination, ouvrons les portes. Moi, ma philosophie, c'est de me dire, j'arrive, par exemple, à Canal+, et je rencontre des gens qui me disent, Habib, merci, tu nous représentes. Mais ça m'interpelle. Parce que je me dis, donc ça veut dire que pour certains, je suis le représentant, en quelque sorte, le représentant africain ou noir de la télé, ou du monde sportif. Je me dis, si c'est la réalité, c'est dramatique. Mais au fond, je le prends autrement. J'essaie d'occulter, peut-être de le mettre dans une poche, tu vois, de l'occulter, et de me dire, bah au fond, si je suis là, c'est que j'ai des compétences. En tout cas, si je suis là, c'est que j'apporte quelque chose. Mais tu te mets pas dans l'idée, je vais montrer aux autres que c'est possible. Indirectement, si c'est le cas, tant mieux. Mais je ne me dis pas, j'arrive en télé, et comme je suis noir, il faut que je montre qu'on est bon. Je peux pas me dire ça. C'est pas possible parce que au fond, si je me dis ça, et si je considère que quand on me dit tu es celui qui représente, ben moi-même je me mets dans une case. Mais t'as pas le sentiment que ça peut être une forme d'opportunité pour les médias de dire on prend quelqu'un qui est d'origine black, maghrébine pour justifier une position. Ouais, mais si vraiment j'étais mauvais ou pas bon ou dans ce que je fais, peu importe, est-ce que je resterais à cet endroit-là? Au fond. Donc la réalité, c'est que est-ce qu'on ne doit pas voir avant ce domaine de compétences? Est-ce qu'on ne doit pas voir avant cette détermination à aller chercher les choses? Je vais vous dire une chose. Mes enfants, ils sont revenus un jour de l'école et ma fille, elle me dit, papa, on s'est moqué de mes cheveux bouclés. Papa, on m'a dit que j'étais métisse. Papa, on m'a dit... Je lui dis, tu sais, tu vis ce que vit tout le monde en fait. Parce qu'au fond, on l'a tous vécu. Et je lui dis, est-ce que tu dois t'apitoyer sur ton sort ou est-ce que tu dois montrer que tout ça ne t'impacte pas? J'ai choisi de dire à mes enfants, ça ne doit pas t'impacter et montre justement que tout ça est une richesse. Moi, vous savez, je suis né en France, d'une maman française, catholique, d'un papa sénégalais, musulman. Donc, j'ai vécu les deux religions dans ma famille. Mon père était musulman, ma mère catholique. Et j'ai vécu cette richesse où, grâce à ce qu'on vivait, tout était ouvert. Vous descendiez au premier,
Vous alliez chez la famille chinoise, c'était ouvert. Vous alliez famille algérienne, c'était ouvert. Vous alliez famille marocaine, c'était ouvert. Vous alliez Sri Lankais, c'était ouvert. Et on rentrait tous chez les uns, chez les autres, et on n'avait pas peur de l'un ou de l'autre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression on commence à se fragmenter et on veut créer des races, des couleurs, il vient de tel continent, et on a l'impression que chacun doit défendre son appartenance. C'est ça qui me dérange en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne revendique pas une couleur, je ne revendique pas une appartenance, je suis ce que je suis. Et au fond, ma détermination, si elle peut inspirer d'autres, tant mieux. Mais quand je parle avec des amis à moi et qui me disent « Non mais Habib, pour nous, c'est pas là-haut », je dis « Arrête, parce qu'en fait, avant de donner raison à ces gens-là, en fin de compte, tu n'y vas pas. Donc tu peux même pas vérifier si c'est ouvert puisque tu n'y vas pas. Toi-même, tu n'as pas la détermination pour aller bousculer. Si les portes sont fermées, ouvre-les. » Et je le dis vraiment, je pense que ça existe. Mais ça existe pour tout le monde. La discrimination existe pour tout le monde. Et si elle existe beaucoup plus pour les entraîneurs noirs, alors allons-y encore plus. Mettons encore plus de détermination pour montrer que nous avons la capacité d'eux. Et moi, je suis très content, pas parce qu'il est noir, je suis très content de voir Patrick Vieira réussir à Crystal Palace. Voilà. Je suis très content de voir Omar Daf à Dijon. Je suis très content de voir, si j'étais pas Habib, je suis très content de voir Habib Oresta. Mais la réalité, c'est que si on est bon, eh ben peut-être qu'on amènera d'autres personnes avec nous dans notre sillage. Peut-être qu'on amènera d'autres personnes à penser que c'est possible. Mais je ne veux pas me dire qu'à chaque fois, on est dans la victimisation de dire « Ah oui, mais nous, on nous laisse pas. » Non. Allons-y. De toute façon, si ça existe et que c'est présent, on ne pourra rien faire contre ça. Je pourrais te laisser parler pendant 8 jours là-dessus parce que je trouve ton discours, il est juste, il est vrai. Et cette différence, c'est les gens qui se la font eux-mêmes. Et l'idée pour moi, c'est de dire, il n'y aura plus de racisme le jour où on se dira plus, il est noir, il est maghrébin, il est chinois. Ouais, déjà le fait de s'interroger, de se poser la question. Moi, je discute avec toi, je vois Habib Beye. Ouais, mais Raymond, ce qui devient difficile, c'est que même dans nos propos, on a du mal à dire le mot. Mais oui. C'est-à-dire que même quand tu me dis, je vois que tu me poses la question et tu me dis, est-ce que c'est le plus difficile, et t'oses même pas dire l'entraîneur africain ou noir. C'est-à-dire qu'on a du mal maintenant, même dans certains sujets, Habib, à évoquer les choses. On sait les retours bien qu'on sûr, va avoir. Bien sûr. Et c'est ça, si tu te dis, attends, si je dis le black, et je sais que derrière, je vais me faire allumer. Ouais, donc, on peut plus, mais pour moi, je veux dire, et je te le redis, c'est ça. Moi, quand je discute avec toi, je discute avec Habib Beye, je sais pas quelle couleur tu es, je sais pas quelle couleur j'ai, je me vois pas. Pour moi, c'est exactement pareil. Et je pense que le jour où on arrivera tous à ça, que ça soit pas une différence, parce que la différence, on l'a entre blancs. Hein. Mais moi, il y a le mec qui j'aimerais bien amener Paul Ducassou à rêver qu'il soit un entraîneur. Pas parce que je suis noir, parce qu'il va se dire, c'est top d'être entraîneur. Et voilà, je veux pas juste emmener dans mon... Mais après, très bien, si j'inspire des gens, très très bien, c'est très très bien comme ça. Mais c'est pas le... Un dernier volet, parce que là, on y est vraiment... un dernier volet, le syndicalisme. Oui. T'es pas syndiqué? Non, je suis pas syndiqué. C'est un choix ou c'est une fête? Non, pas du tout. C'est quoi? Non, pas du tout. T'étais syndiqué en tant que joueur? Ouais, tu syndiqué en tant que joueur. J'étais obligé en tant que joueur. Mais je pourrais l'être en tant qu'entraîneur sans problème. Tu pourras l'être ou tu vas l'être? Non, je vais l'être. Alors, si tu vas l'être, je veux dire, d'après toi, je dis, il y a des combats amenés pour les entraîneurs. Quels sont les combats les plus importants? Qu'est-ce que tu penses? Et on parle pas là de couleur, d'ethnie, de trucs. Le poste d'entraîneur. Qu'est-ce que tu voudrais défendre pour les entraîneurs? À part les salaires. Bah, il faut les protéger. Ouais. Beaucoup plus. Comment tu veux les protéger? Je sais pas, je trouve que c'est devenu trop facile pour certains clubs de... Après, il y a sûrement une logique financière où les clubs se disent, bon, on peut assumer tout ça et il y a une logique de compétition. Après, comment améliorer le métier des entraîneurs? Moi, ce que j'aimerais qu'on arrête de faire, c'est de comparer des entraîneurs qui ne font pas le même métier. Quand on me compare Nagelsmann et Bruno Genesio, par exemple, j'ai envie de dire, regardez le travail de Nagelsmann et regardez le travail de Bruno Genesio. Nagelsmann, il a 20 mecs avec lui, tous les jours, qui lui fournissent de la matière que Bruno Genesio peut pas avoir en temps réel. C'est-à-dire que les staffs, vous allez en Allemagne ou en Angleterre, moi j'ai connu des staffs où il y avait plus de staff que de joueurs. Et en France, la réalité, c'est que vous arrivez dans un club, on vous dit, tu peux ramener un adjoint, mais quand t'es français, pas trop. Uniquement quand t'es français. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas le même travail. Mais pour revenir à la protection des entraîneurs, non, mais
je pars du principe que chaque entraîneur qui aujourd'hui vit cette carrière professionnelle de très haut niveau, c'est dans quelle machine à laver il rentre. Et il sait à quoi il est exposé. Parce que sinon, il fera pas ce métier, au fond. Moi, j'ai la chance d'être préservé parce qu'on a un niveau qui est pas trop exposé et qu'aujourd'hui... Profite. Voilà. Mais non, sur la protection des entraîneurs, c'est que je trouve que c'est devenu trop facile de taper fort sur l'entraîneur. Oui, mais ça, c'est les médias. Mais c'est les médias et on en fait partie tous les deux. Bien sûr. On sait ce que c'est. Oui, bien sûr. Ouais. Mais non, sur l'aspect du syndicat, c'est, je sais pas, je connais pas le fonctionnement. Est-ce qu'aujourd'hui les entraîneurs français entre eux sont très unis? Je sais pas. Est-ce que à l'intérieur de ce syndicat, il y a justement ces logiques de les rassembler pour que il y ait cet échange, parce que je pense que cet échange est... Le rassemblement, normalement, se fait avec la DTN, qui fait les recyclages tous les 2 ans. C'est le seul moment où tu peux regrouper, mais il y a 3 ans qu'il n'y en a pas eu, à cause du Covid, donc c'est compliqué. Le syndicat essaye de rassembler, parce que nous, enfin, moi, quand je parle au nom du syndicat, mais c'est le syndicat, c'est les entraîneurs. Ouais, bien sûr. Ce sont les entraîneurs. Si on n'a pas votre avis, si on n'a pas sur des sujets particuliers, si on n'a pas la possibilité de vous demander ce que vous en pensez, moi je refuse de parler en mon nom. Je suis plus sur le terrain. Donc on a besoin que les entraîneurs prennent conscience que leur voix, s'ils restent dans leur coin, chacun à faire son petit travail, à essayer de s'en sortir le mieux possible, mais qui n'ouvrent pas, qui n'échangent pas, qui continuent pas à avoir avec nous, avec le syndicat, un relais qui va les aider pour la protection de tous les droits, pour nous quand on travaille avec les médias, pour essayer d'amener... C'est surtout qu'il faut valoriser leur travail. Oui. Parce que je vois, il y a des exemples très concrets. Je pense pas qu'aujourd'hui le PSG est mieux joué que sous Laurent Blanc, par exemple. Et pourtant, on l'a pas valorisé sûrement à sa juste valeur. Lorsque je vois le travail qui a été fait par Bruno Genesio à Lyon et qui est fait aujourd'hui à Rennes, je trouve que parfois on a été un petit peu dur avec lui. Il y a plein d'entraîneurs français. Le fait d'avoir aujourd'hui Christophe Galtier, entraîneur du PSG, je trouve ça génial. Génial pas parce que on doit mettre en avant les entraîneurs français plus que d'autres entraîneurs, mais la réalité c'est que il y a de la qualité dans le système français. Et il faut pas mettre en opposition. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, on essaie de mettre en opposition les manières de travailler des entraîneurs étrangers. D'un seul coup, ça serait mieux chez les étrangers, moins bien chez les Français, alors qu'en fait, au fond, on s'inspire un petit peu de tout. Moi, je vais vous dire, quand je vais commenter un match, je regarde l'échauffement hier du Sporting. J'ai demandé à ce que Canal+ me donne le plan large de l'échauffement du Sporting, parce que c'est la première fois que je voyais ça. Et je me dis pas que c'est les Portugais qui sont les meilleurs. Je me dis juste, j'ai vu quelque chose d'atypique, de pas courant, de pas commun. Le mec était lié aussi à leur temps raccourci. Non, parce qu'au fond, je pense qu'ils sont restés plus longtemps que l'OM sur le terrain. Ils sont rentrés plus tard et à mon avis, ils n'ont pas dû trop compresser leur entraînement. Mais je pense que c'est Capello qui disait le plus grand des entraîneurs et le plus grand des voleurs. En fait, au fond, on prend des idées aux uns et aux autres. On les met pas en place de la même façon. Justement, il faut plus ou moins les intégrer et surtout les vivre. Mais on regarde tout ce que font les autres, donc que ce soit des entraîneurs étrangers ou des entraîneurs français. Et je pense qu'il faut pas les mettre en opposition. Et je trouve que dans le monde des médias, d'un seul coup, on a voulu mettre en opposition. Ah bah quand un entraîneur étranger arrive, bah les joueurs ils courent, et quand c'est un entraîneur français, ils courent pas. Je trouve que c'est un raccourci un peu limite. Maintenant. Mais c'est le raccourci des médias. Mais maintenant, il faut aussi intégrer aussi le fait que les entraîneurs étrangers ont amené de nouvelles méthodes, ont amené de nouvelles choses dans le paysage du football français, qui ont aussi amené sûrement parfois certains entraîneurs français à se remettre en question, mais sûrement que les entraîneurs étrangers ont aussi appris d'entraîneurs français par rapport aux confrontations qu'ils ont eues. Bon, je ne veux pas les mettre en opposition. Par contre, si aujourd'hui le syndicat doit défendre une position, c'est déjà d'être proche d'eux pour essayer de les protéger, essayer de les rassembler le plus possible et de défendre la qualité de l'entraînement et de la formation française. Même si, quand je discute par exemple avec des joueurs qui sont partis se former à l'étranger, il y a des choses qui sont très intéressantes aussi sur la formation à l'étranger. Donc, je pense qu'il y a du bon partout. Non, mais un peu à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure sur les logiques de race, de continent, d'appartenance,
j'ai l'impression que plus on avance dans le football et plus on veut opposer en fait des systèmes, des fonctionnements, des process, des nationalités, des entraîneurs étrangers, des entraîneurs français. Non, je veux dire, le syndicat n'est pas dans cette logique de la technique. On est dans la logique des défenses des droits. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et des droits du contrat. C'est là-dessus où la solidarité est nécessaire. Et plus on aura d'entraîneurs affiliés au syndicat, plus notre voix portera. Ouais, non, mais Donc, avec toi, grand plaisir. Avec grand plaisir. Non, non, vraiment, avec grand plaisir. En conclusion, si toi, tu as quelque chose à rajouter, à dire, qu'est-ce que tu aimerais dire? Je vais essayer d'avoir moins de certitude. Non, c'est un plaisir d'échanger. Je suis quelqu'un qui aime échanger et c'est vrai que mon métier me donne l'opportunité d'aller discuter avec d'autres entraîneurs. Et je sais que dernièrement, vous avez fait Francaise et je suis admiratif de son travail et du process d'entraînement qu'ils ont aussi à Lens, puisqu'en ayant échangé avec Alou Diarra qui était là-bas l'année dernière, je sais qu'ils sont... Quand je vois cette équipe... Encore un entraîneur de couleur. Ouais, bien sûr. Ouais. Et quand je vois cette équipe, elle me procure beaucoup de plaisir et ma logique d'entraîneur, c'est de générer du plaisir au sein de mon effectif. Et quand mes joueurs ne prennent pas de plaisir, ça veut dire qu'en quelque sorte, j'ai pas bien fait mon métier. Parce qu'au fond, si j'arrive à activer cette sensibilité plaisir, en fait, c'est leur qualité qui va donner le ton de l'entraînement et de l'intensité qu'on demande. Donc, non, de rester toujours aussi passionné par ce que je fais, parce que pour le coup, je prends un pied dingue à venir à l'entraînement tous les jours, à aller coacher le week-end. On en parlait tout à l'heure en aparté. En fait, c'est l'entraînement, l'essence de ce métier-là. Le match, ça va tellement vite, c'est une sensation à la fin, c'est un plaisir éphémère, et puis on repart direct dans le travail, dans la préparation de la semaine, et c'est ça en fait le quotidien. Le quotidien, c'est d'être avec mon staff, d'échanger avec eux, de voir mes joueurs progresser, de voir certains de mes joueurs le plus possible épanouis dans ce qu'on leur propose. Et le jour où ça s'arrêtera, ça voudra dire qu'il me manque cette flamme. Donc tant que la flamme est là, tant que la flamme de la passion et l'obsession de toujours aller au bout de mes rêves, du chemin que je prends, et là, ça devrait aller pour moi. Merci beaucoup. C'était vraiment merci beaucoup. Très intéressant, très enrichissant. Merci beaucoup. Et on a découvert le vrai Habib Bailly. Sûrement, peut-être. Merci en tout cas, c'est très gentil. Merci. S'ouvrir.